Muses de Denis Lindon. Agamemnon, le roi des rois, avait tout lieu d'être satisfait à la fin de la guerre de Troie. Commandant en chef de l'armée grecque, il pouvait s'attribuer le mérite de la victoire. Cela lui avait permis de s'approprier une large part du butin trouvé dans la ville ainsi qu'un grand nombre de prisonnières. Parmi elles figurait la plus belle des filles du roi Priam, Cassandre, qui, vous vous en souvenez, avait reçu des dieux le don de prédire l'avenir, mais pas celui de se faire écouter. C'est donc avec Cassandre, ses troupes et son butin, qu'Agamemnon s'embarqua sur les 100 navires de sa flotte pour rentrer dans son royaume de Mycène. Il était heureux à la pensée d'y retrouver bientôt sa femme, Clytemnestre, et les 2 enfants qui leur restaient depuis la disparition d'Iphigénie. Électre, âgé de 15 ans, Oreste, âgé de 10. Mais Agamemnon appartenait à une famille maudite, la famille des Atrides. Le premier de la lignée avait été Tantale, condamné au supplice éternel pour avoir servi son fils Pélops à un repas donné en l'honneur de quelque dieu. La fille de Tantale, Niobé, après avoir vu périr ses 14 enfants sous les flèches d'Apollon et de Diane, avait été changée en statue de pierre. 2 autres descendants de Tantale, Atrée, père d'Agamemnon et de Ménélas, et son jeune frère Thyeste, avaient brillamment maintenu la tradition familiale. Thyeste, ayant séduit l'épouse d'Atrée, celui-ci fit manger à son frère, au cours d'un festin, le corps de ses propres enfants. Enfin, au début de la guerre de Troie, Agamemnon lui-même avait dû à Aulis sacrifier sa fille Iphigénie à Diane pour permettre à la flotte grecque d'appareiller. Mais il y avait longtemps qu'il ne pensait plus à ce malheureux incident lorsqu'en compagnie de Cassandre, il s'embarqua à Troie pour rentrer à Mycène. Pendant les premiers jours de la traversée, Cassandre passa son temps à pleurer la destruction de son pays. Puis, peu à peu, sensible au prestige d'Agamemnon et aux attentions qu'il avait pour elle, elle commença à éprouver pour lui, sinon de l'amour, tout au moins une certaine affection. Elle lui fit donc part de ses pressentiments funestes. « Ne retourne pas chez toi, lui dit-elle, c'est la mort qui t'y attend. Si malgré mes avertissements tu t'obstines à rentrer dans ton royaume, méfie-toi de ta femme Clytemnestre. » Agamemnon mit ses propos sur le compte du pessimisme légendaire de Cassandre et des sentiments de jalousie féminine que, dans sa vanité de séducteur, il lui attribuait. Ne prêtant donc pas l'oreille aux prédictions de Cassandre, il poursuivit son voyage. Avant d'en achever le récit, je dois m'interrompre quelques instants pour vous parler de Clytemnestre qui va y jouer un rôle important et néfaste. Clytemnestre, fille de l'infortunée Léda, était la sœur jumelle de la belle Hélène. Grande, distinguée, elle avait les cheveux très noirs, la peau très blanche et les lèvres très rouges. Mais elle était osseuse avec une expression dure. De caractère, elle était acariâtre, autoritaire, agressive et jalouse. Souvent, les amis d'Agamemnon le plaignaient d'avoir une telle épouse. Il leur répondait alors avec philosophie. « Que voulez-vous? Aucune femme n'est parfaite. Et tout compte fait, je préfère une femme désagréable mais fidèle, comme Clytemnestre, à une femme charmante mais frivole, comme Hélène. » Agamemnon avait raison de penser qu'aucune femme ne peut avoir toutes les qualités, mais il avait tort d'ignorer que certaines d'entre elles peuvent avoir tous les défauts. La sienne appartenait malheureusement à cette catégorie et ne tarda pas à le prouver. Meurtre d'Agamemnon. Clytemnestre avait un motif valable pour en vouloir à son mari. Elle ne lui avait jamais pardonné d'avoir fait venir leur fille Iphigénie à Aulis sous un faux prétexte et de l'avoir sacrifiée. À l'époque, d'ailleurs, elle avait menacé Agamemnon de le punir un jour. Mais elle avait aussi une seconde raison, moins honorable, de voir d'un mauvais œil le retour d'Agamemnon. Peu de temps après le départ de son mari pour la guerre de Troie, elle avait pris un amant, en la personne du propre cousin germain d'Agamemnon, un certain Égiste. Pour dissimuler sa liaison,
elle avait nommé Égiste Premier ministre et lui avait attribué un appartement dans le palais. Ainsi, elle pouvait le voir tant qu'elle le voulait sans éveiller les soupçons. C'est donc sans plaisir, vous vous en doutez, que Clytemnestre et Égiste apprirent que la guerre de Troie était terminée et qu'Agamemnon était sur le chemin du retour. Ils résolurent de se débarrasser de lui à la première occasion. Lorsqu'après une traversée assez facile, Agamemnon arriva dans son royaume, Clytemnestre lui fit d'abord bonne figure et l'accueillit à la porte du palais avec une joie hypocrite. Mais l'irritation jalouse qu'elle ressentit en voyant qu'Agamemnon était accompagné de Cassandre ne fit que renforcer les noirs desseins de Clytemnestre. Conformément à un plan qu'elle avait arrêté avec Égiste, elle propose à Agamemnon et à Cassandre d'aller prendre un rafraîchissement. Par politesse, Cassandre accepte. Agamemnon, pour sa part, déclare qu'il préfère d'abord prendre un bon bain chaud. Après avoir tendu à Cassandre une coupe de vin empoisonné et l'avoir laissée seule dans un petit salon, Clytemnestre accompagne son mari dans la salle de bain. Il n'était pas dans la baignoire depuis plus de 3 minutes qu'un cri d'agonie poussé par Cassandre parvient à ses oreilles. « Que se passe-t-il » demande-t-il avec inquiétude. « Je vais aller voir. »« Sèche-toi d'abord, lui conseille Clytemnestre, si tu ne veux pas attraper du mal. » Et elle l'aide à enfiler une sorte de baignoire de bain sans manches, semblable à une camisole, qui prive momentanément Agamemnon de l'usage de ses bras. Elle en profite pour se saisir d'une hache qu'elle avait préalablement dissimulée dans un placard à linge et frappe sauvagement son mari sans défense. Presque aussitôt, Égiste, qui était caché dans une pièce voisine, entre dans la salle de bain et aide Clytemnestre à achever Agamemnon. Attirés par ces cris, ses 2 enfants, Électre et Oreste, coururent à la salle de bain. Ils y découvrent leur père mort, leur mère et son amant exultants et couverts de sang. Épouvantée, Électre entraîne son frère. À juste titre, elle craint qu'Égiste ne cherche à supprimer Oreste pour se mettre à l'abri d'une éventuelle vengeance. Elle sort donc du palais et confie son frère à un serviteur fidèle en lui demandant de conduire l'enfant chez un de ses oncles, roi d'un pays voisin. Puis elle rentre au palais, où Clytemnestre vient d'annoncer au personnel le décès accidentel d'Agamemnon et de Cassandre. La vengeance d'Oreste. Pendant 8 ans, Clytemnestre et Égiste, débarrassés d'un mari gênant, savourèrent en toute tranquillité les fruits de leur crime. En toute tranquillité ? Pas tout à fait, car ils avaient continuellement sous les yeux, en la personne d'Électre, une accusatrice muette mais farouche, et ils craignaient en outre de voir apparaître un jour Oreste, décidé à venger son père. Oreste avait été bien accueilli par son oncle et s'était lié d'une profonde amitié avec son cousin Pylade, du même âge que lui. Il ne pouvait oublier la scène du meurtre de son père et songeait souvent à en tirer vengeance. Cependant, il hésitait à porter la main sur sa mère. Lorsqu'il eut 18 ans, il alla consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'il devait faire. La réponse de l'oracle, pour une fois, fut sans ambiguïté. « Tue ces 2-là qui ont tué, rachète la mort par la mort et le sang par le sang. » Accompagné de Pylade, Oreste se met en route pour Mycène. Ils arrivent au palais de Clytemnestre à la nuit tombante. Oreste va se placer sous la fenêtre de sa sœur Électre. Il l'appelle et se fait reconnaître d'elle. Il lui dit ce qu'elle doit faire. « Va trouver notre mère et dis-lui que 2 voyageurs sont à la porte du palais, chargés de lui annoncer la mort de son fils Oreste. » Clytemnestre accueille la nouvelle de la mort de son fils avec des sentiments mélangés de soulagement et de chagrin maternel. Désireuse d'en savoir davantage, elle ordonne qu'on fasse entrer dans sa chambre les 2 voyageurs. Ils entrent en dissimulant leur visage dans les plis de leur tunique. Lorsque les serviteurs se sont retirés, Oreste se dévoile. Son visage est farouche et sa main, un peu tremblante, serre un poignard. Clytemnestre reconnaît son fils et devine ses intentions. Elle pourrait encore appeler ses gardes, mais elle s'en abstient.
Dégrafant sa tunique, elle découvre sa poitrine et d'une voix émue s'adresse à son fils. « Voici le sein qui t'a nourri, perce-le si tu en as le courage. » Oreste hésite un instant. Mais voici que la porte s'ouvre et qu'Égiste entre dans la chambre. En le voyant, Oreste ne pense plus qu'à venger son père. Sans pitié, il égorge Égiste et poignarde sa mère. Avant de mourir, Clytemnestre a le temps de murmurer. « Étrange chose que d'être mère. En dépit du mal qu'ils vous font, on ne peut haïr ses enfants. » Le jugement de l'Aréopage. Le crime d'Oreste provoqua chez les hommes comme chez les dieux des mouvements divers. On l'approuvait d'avoir vengé son père, mais on le blâmait d'avoir tué sa mère. Chez Jupiter, c'est la réprobation qui l'emporta et il décida de punir Oreste. Il confia cette mission à 3 divinités spécialisées dans ce genre de travail qu'on appelait les Furies vengeresses. Ces 3 sœurs, que les Grecs se représentaient comme des femmes aux yeux injectés de sang, à la bouche écumante et à la chevelure faite de serpents, se mettaient aux trousses des criminels que Jupiter leur avait désignés, les accablaient de remords et d'angoisse, ne leur laissant pas de répit jusqu'à ce qu'ils eussent sombré dans la folie ou le suicide. Poursuivi par les Furies vengeresses, Oreste prit à nouveau le chemin de l'exil. Il erra longtemps de pays en pays sans pouvoir jamais trouver le repos. Pris de pitié pour lui, Apollon obtint enfin de Jupiter qu'il convoquât le tribunal des dieux et qu'il y fit comparaître Oreste en lui donnant la possibilité de se défendre. Ce tribunal était composé des 12 grands dieux de l'Olympe. On l'appelait l'Aréopage, du nom de la colline d'Athènes sur laquelle ils se réunissaient. L'un des membres du tribunal jouait le rôle d'accusateur public et un autre faisait fonction d'avocat de la défense. Après le réquisitoire et la plaidoirie, le tribunal passait au vote. Chacun de ses membres, y compris le procureur et l'avocat, exprimait à tour de rôle son point de vue et déposait dans une urne soit une boule noire s'il était partisan de la condamnation, soit une boule blanche s'il était partisan de l'acquittement. On comptait les boules et la décision était prise à la majorité simple. Pour le procès d'Oreste, Pluton fut désigné comme accusateur et Apollon comme avocat. Le réquisitoire fut bref. Il ne faudrait pas, par un jugement indulgent, bannir toute crainte de la cité, car quel mortel reste juste s'il ne redoute rien? Quels que puissent être ses motifs, un homme n'a pas le droit d'assassiner sa mère. Celui qui commet un tel crime est capable d'en commettre beaucoup d'autres. Il ne s'amendera jamais. Pour le mettre hors d'état de nuire, il faut le condamner à la peine capitale. Quant au sort qui lui sera réservé après sa mort, ce n'est pas à nous d'en décider. Cette question relève de la compétence des 3 juges des enfers, Minos, Éaque et Rhadamante. Apollon plaida les circonstances atténuantes. Il souligna l'horreur du crime dont s'était rendu coupable Clytemnestre. Il rappela qu'Oreste avait été poussé à la vengeance par l'oracle de Delphes. Il utilisa même certains arguments spécieux. Il est moins grave, assura-t-il, d'assassiner une mère, comme l'a fait Oreste, qu'un père, comme l'avait fait Clytemnestre. Car c'est le père qui joue le rôle essentiel dans la procréation. C'est de lui que vient le germe de l'enfant, la mère se contentant d'héberger le fœtus pendant quelques mois. D'ailleurs, il est avéré qu'aucun enfant ne peut naître sans père, alors qu'au contraire, l'exemple de Minerve, né directement du cerveau de Jupiter, montre qu'on peut parfaitement se passer de mère. Lorsque Apollon eut terminé sa plaidoirie, on passa aux explications de vote et au dépôt des boules. La coutume voulait que les 4 dieux les plus anciens, ceux de la première génération, votassent en premier. Ils déposèrent tous les 4 une boule noire. Jupiter et Junon parce qu'ils détestaient toute forme de parricide, Pluton parce qu'il avait été convaincu par son propre réquisitoire, et Neptune parce qu'il avait l'habitude depuis la guerre contre les géants de toujours soutenir ses frères dans ces circonstances graves. Apollon, qui se prononçait ensuite, déposa naturellement une boule blanche. Sa sœur Diane, qui le suivait en tout, en fit autant. Vulcain vota aussi l'acquittement. Tout en essayant de justifier son vote par des arguments honorables,
Il avait des motifs personnels et secrets d'indulgence à l'égard d'Oreste. Ayant été bien souvent trompé par son épouse Vénus, il n'avait aucune pitié pour les femmes infidèles. Cérès déposa elle aussi une boule blanche. Elle n'avait rien compris au procès, mais elle trouvait qu'Oreste avait une bonne tête. On en était alors à 4 voix partout, et c'était au tour de Mars de voter. Il n'aimait pas les longs discours. « La mort, sans phrase, dit-il simplement en déposant sa boule noire. À la surprise générale, Vénus vota elle aussi la mort. Ce n'est pas qu'elle fût sanguinaire par principe, mais elle songeait que si l'on autorisait les fils à tuer leur mère chaque fois qu'elle commettrait un adultère, la terre serait vite dépeuplée. Mercure, au contraire, déposa une boule blanche. Déjà dieu des voleurs, il ambitionnait sans doute de devenir aussi celui des assassins. Il y avait maintenant dans l'urne 6 boules noires et 5 boules blanches, et seule Minerve n'avait pas encore voté. Seule aussi de tous les dieux, elle essayait depuis le début du procès de ne pas se laisser influencer par ses passions, ses intérêts ou ses préjugés personnels. Elle ne recherchait que la justice. Elle prit enfin la parole. Oreste, dit-elle, a commis un crime affreux, mais poursuivi par le remords, il a déjà expié. Pour lui donner une chance de se racheter par une vie honorable, je dépose dans l'urne une boule blanche. Dès lors, puisqu'il n'y a pas de majorité pour le condamner, Oreste doit être acquitté. Depuis ce jour, dans tous les tribunaux de Grèce, il fut établi comme un principe fondamental que l'égalité des suffrages profiterait toujours à l'accusé. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?